difficile. Donc pour cette présentation, je vais essayer de mettre ensemble un peu des idées que nous avons déjà parlé hier aujourd'hui, avec des exemples de la paléographie, parce que je suis professeur des humanités numériques, mais je suis aussi un paléographe. Et je trouve très souvent que les questions, les problématiques de la paléographie et aussi les questions des humanités numériques sont très proches, souvent les mêmes, et je pense qu'il y a une discussion intéressante pour ça. Par exemple, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de e-scriptorium. Daniel montrait la capacité de HTA, de ECA, tout ça. Comme il a dit, nous sommes en train de créer cette interface, ce système pour étudier le manuscrit et l'écriture. Ça donne les questions de prendre les textes, mais aussi de l'interface. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est une chose d'avoir une approche computationnelle dans le sens de l'intelligence artificielle et tout ça. Mais il y a, comme nous avons déjà discuté, des questions de transparence, de compréhension, d'utilisation. Et ces questions, j'ai pensé de ces questions depuis presque 10 ans pour la paléographie et aussi pour les interfaces, le système dans les humanités numériques. Parce que de plus en plus, nous avons des approches comme ça, et je vais parler un peu de... Nous n'avons pas encore parlé de 3IF, mais c'est connu pour tout le monde, le système de 3IF. C'est un système dont nous avons de manuscrits numérisés, digitalisés comme vous voulez. Et de plus en plus, nous sommes en train de lier les données et les images de plusieurs bibliothèques, plusieurs fonds, des archives. Et aujourd'hui, par exemple, on peut aller au site de Biblissima, on peut chercher plus ou moins 65 000 manuscrits. Je peux mettre le nom d'un auteur, par exemple. Je peux trouver des manuscrits et des images, potentiellement de 1000 des images, et traiter avec les approches, comme nous avons vu, de H2A, de philologie numérique, etc., et avoir des résultats très, très intéressants. Ce n'est pas du tout une lecture profonde, mais ça pose des autres questions. Combien de manuscrits est-ce qu'ils sont avec quel ou tel auteur? Ce sont des variantes, des différences avec tout ça. Mais, comme nous avons déjà dit, ça pose des questions de transparence, des approches critiques. Qu'est-ce qui se passe dans le search, les requêtes comme ça, le processus de H2A, tout ça. Et pour utiliser bien les possibilités, les potentiels comme ça, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dedans. Je pense qu'ici, c'est évident. Ça devient de plus en plus évident, même chez les informaticiens. Peut-être que vous connaissez déjà, par exemple, le Statement on Algorithmic Transparency and Accountability. Pour moi, c'est très, très important, ça. C'est l'Association of Computing Machinery. C'est très, très important, très puissant dans les États-Unis pour les informaticiens. Et il parle déjà de transparency, d'accountability, nous sommes en train de parler depuis 10 ans. Je crois que demain aussi, il y aura des contributions sur ce sujet. Donc pour moi, c'est très important aussi, même pour la paléographie, pour les approches computationnelles, qu'on peut essayer d'être plus transparent. Nous avons parlé hier de filtres, de logiciels et des approches informatiques. Ça. Et ça pose aussi des questions, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, nous avons le e-scriptorium, nous avons de plus en plus des interfaces, des infrastructures comme ça. On peut aller aux bibliothèques, on peut prendre des images. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les problématiques nouvelles qu'on peut poser? Quand peut-on utiliser le logiciel et le numérique plus efficacement? Je crois toujours, ce n'est pas forcément évident, mais je pense que
les approches de l'informatique, l'apprentissage et tout ça, c'est plus avancé que les interfaces, les pensées d'utilisation et de visualisation. C'est un peu discuté, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin pour le user experience, user design, tout ça. Parce que c'est très, très important. Par exemple, un ancien collègue, Matthew Jessup, a écrit le processus de créer de connaissances et quand l'interaction est un élément très important pour notre compréhension, pour notre connaissance, pour le creation and discovery of new knowledge. Le visual perception, comment est-ce qu'on peut utiliser la perception visuelle avec le logiciel, par exemple, pour aider notre compréhension, notre communication, le discovery, exchange, interpretation and presentation of knowledge. Donc, de l'un côté, nous avons l'apprentissage profond, tout ça. De l'autre côté, l'interface, la creation of knowledge, et qu'on peut le mettre ensemble et faire des choses très, très intéressantes. C'est ça que nous essayons de faire avec eScriptorium. Pour cette présentation, je vais parler plutôt côté de présentation, des interfaces et tout ça. Notre approche, c'est plus ou moins la même idée de Scholarly Primitives de John Unsworth, c'est très bien connu, peut-être vous le connaissez déjà. Et l'idée est qu'est-ce qu'on veut faire, nous, comme chercheurs, comme scolaires, avec le logiciel, les bibliothèques et tout ça. Est-ce qu'il y a des primitives, le truc très important que nous avons toujours besoin de faire, et est-ce qu'on peut utiliser le logiciel pour faire ça? Par exemple, des cours annotés, comparés, référés, échantillonnés, illustrés, représenter, tout ça. Alors, comme j'ai dit, il y a une discussion plus ou moins pareille chez les paléographes aussi. Et je cite toujours une question posée par Albert Desrolets dans son livre La paléographie of Gothic Manuscript Books. L'introduction de ce livre est très, très intéressante, même pour les humanités numériques, je pense, parce qu'il parle de l'histoire de la paléographie et la tension entre les approches plus quantitatives, plus qualitatives. Est-ce que c'est un art, une science? Comment ça marche, cette relation? Comme nous discutons pour les humanités numériques plus larges. Il a posé cette question: How is it possible to proceed in such a way that the description of a specimen of handwriting is as clear and convincing to its reader as it is to its author? Je sais pas. Pour nous, cette question est très importante. Est-ce qu'on peut utiliser des moyens numériques, par exemple, pour communiquer, pour convaincre peut-être, pour chercher les réponses? Parce qu'à l'époque, si on cherche des livres de paléographie, ils sont tous très souvent les descriptions très longues, très difficiles à comprendre. Ils disent cette forme ici, c'est très particulier, difficile à lire, etc. En même temps, les paléographes, ils ont utilisé la technologie depuis 300 ans presque. La technologie de reproduction dans les livres imprimés. Ils ont utilisé le film, le cinéma dans les années 30, je pense. Ils sont toujours cherchant les approches, les technologies pour être un peu plus clair, plus convaincant. OK, donc ça c'est la question. J'ai travaillé depuis des ans. Je vais montrer quelques approches que j'ai faites à Londres et à Paris. Et les idées que nous sommes sur le point de faire à Paris. Malheureusement, l'un de notre développeur, à cause de problèmes de visa, n'est pas encore arrivé. Donc, quand j'ai proposé ce sujet, j'ai pensé d'avoir quelque chose à montrer, mais j'espère dans les prochains mois, on aura quelque chose. Pour montrer quelques questions pour la paléographie, par exemple, pour moi, une question très intéressante est le polygraphisme, c'est-à-dire le scribe qui écrivait dans les langues des écritures différentes. Je vais vous montrer une de centaines d'exemples, inscrits comme ça, en hébreu et chinois ensemble.
Est-ce que c'était le même scribe qui écrivait en chinois ou en hébreu? C'est très difficile. Pardon, c'est... Oui, c'est comme ça. Oui, il y a cette communauté de Kaifeng, il y a des manuscrits comme ça. Mais pour poser les questions, ok, c'est une question importante, je pense. Qu'est-ce qui était quelqu'un qui comprenait l'hébreu et le chinois en même temps ou pas? Mais comment peut-on faire une comparaison entre les écritures si différentes? Ce n'est pas du tout évident. Est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle? Peut-être, mais pour ça, il faut avoir un ground truth, un entraînement et tout ça. Quand on commence à chercher, on trouve de mille exemples comme ça. Le Dunhuang, le Silk Road, par exemple, il y a des manuscrits avec le chinois de Sogdian, par exemple, ensemble, etc., etc. C'est une question. Une autre question un peu plus simple, peut-être ici. Le manuscrit, c'est plus prochement une expertise, manuscrit anglais du XIe siècle. Le même scribe, il écrivait en latin et en anglais, mais à l'époque, ils utilisaient les formes différentes de même pour une lettre selon le langage. Donc, par exemple, ici, une lettre marquée ici, le scribe a utilisé les lettres d'autres langues, si vous voulez. Donc, c'est en quelque sorte un vocabulaire anglais. Il utilisait la forme anglaise, même quand il l'écrivait en latin. Donc, on voit, c'est simplement l'influence des écritures différentes. Mais quand on utilise un ordinateur, par exemple, c'est ça que je voulais faire. Le 3IF montre-moi tous les exemples comme ça. C'est pas très évident qu'on peut créer une interface comme ça, par exemple. Alors, je vais un peu vite pour montrer des autres exemples. Ici, cela, c'est un manuscrit encore anglo-saxon. Le style d'écriture dans ce cas est très, très particulier, avec les noms très élongés comme ça, les traits pointus, etc. Quelle était l'influence? Je pense que c'est plus ou moins évident ici. On a un document de Cologne. Donc, c'est le accent, si vous voulez, allemand de l'Empire, etc., qui était représenté dans l'écriture en Angleterre. Encore, c'est très intéressant. J'aimerais chercher les exemples comme ça dans une base de données avec une intelligence artificielle, etc. Comment peut-on faire? Des autres exemples, il y a une forme très particulière avec les S, qui a les boucles comme ça. Pour montrer les autres exemples. Et on peut trouver la même forme dans le document, encore cette fois de Hanover, etc. Donc, c'est toujours l'influence qu'on peut faire, même ici. On peut voir l'interaction des cultures et des différences. OK. En quelque sens, c'est évident, non? C'est pas si difficile de créer une base de données. Nous pouvons ajouter des annotations. C'est évident. Il y a des centaines et centaines de logiciels pour annoter des images. OK, ça c'est bon. Mais dans ce cas, il s'agit de ce que j'appelle les annotations simples. On peut désigner une boîte, on peut lier une étiquette en disant, OK, c'est par exemple le S bouclé. Mais j'aimerais trouver par exemple toute la boucle dans n'importe quelle lettre. Ou montrer la forme de S dans n'importe quelle forme. Je veux avoir un modèle plus structuré pour voir des recherches un peu plus précises, un peu plus ciblées. Par exemple, j'ai supprimé le diapo, mais on a toujours les questions comme ça. Par exemple, est-ce qu'on peut chercher des rampes élongées en n'importe quelle lettre? C'est ça que j'aimerais faire. Donc ça, c'est l'idée de logiciel de Archetype que j'ai fait à Londres et que nous sommes en train de faire aussi avec le eScriptorium. L'idée, c'est pas du tout que pour ça. Il existe déjà pour, dans quelque sens, le TUI, une forme d'annotation profonde. Non, on ajoute une annotation au texte avec l'information structurée, plus ou moins.
Ici, c'est plutôt pour les images. Et ça veut dire qu'il faut développer, avoir un modèle pour décrire l'objet. Et c'est toujours un problème encore des humanités numériques, la modélisation. Nous n'avons pas beaucoup parlé de cette question hier aujourd'hui, mais c'est très important comme toujours. Quand on peut modéliser l'écriture, par exemple, ou d'autres choses, pour répondre aux questions de la recherche des problématiques. Ce n'est pas du tout évident. Ce que nous avons fait, un modèle comme ça, c'est dit, OK, on a des caractères, par exemple, le H minuscule, et on a chaque caractère peut avoir, par exemple, des divers allographes comme Carolin, insulaire, et tout ça, avec des composants, par exemple l'ast, le arc, peut-être avec des caractéristiques. Ça, c'est, si vous voulez, une grammaire, une structure, un modèle qu'on peut appliquer sur l'écriture anglo-saxonne, comme ça. On met avec le même modèle, la même grammaire, en changeant le vocabulaire, on peut réutiliser le même modèle, par exemple, pour l'hébreu, le aleph, aleph carré, comme son trait diagonal, même pour le chinois, ou plus ou moins n'importe quel caractère. J'ai vu très vite, c'est un aspect très intéressant des scriptorium. Nous n'avons pas parlé beaucoup de ce problème encore de multigraphisme et des écritures différentes. Et chez l'EPHE, nos collègues, presque toutes les écritures du monde sont étudiées à l'EPHE. Donc, si nous voulons avoir un logiciel utile pour nos collègues, il faut prendre en compte toutes les façons de l'écrire, qui sont évidemment différentes, et ce n'est pas du tout évident qu'on peut le faire. Alors, c'était un modèle, donc l'idée, ce que nous avons fait avec le logiciel Archetype, est qu'on peut créer des annotations comme ça, mais les annotations sont liées au modèle d'écriture. Et ça veut dire que, par exemple, on peut, c'est l'exemple de Digipal, qui est disponible en ligne depuis quelques ans. On peut désigner des boîtes. Il y a toujours déjà le modèle, par exemple, le lettre G, il y a le body, hangs from middle, large, etc., le composant, les caractéristiques comme ça. Et après, on peut chercher, par exemple, montre-moi les images de lettres avec les écrites par le même scribe pour faire une comparaison entre les lettres différentes. L'exemple ici est intéressant parce que on voit les ombres sont tournées à gauche, non? Sauf ici. Pourquoi? Parce qu'ici, enfin, il est écrit en latin et les autres sont écrits en anglais. Donc, quand il écrivait en anglais, il tournait les ombres à gauche. Quand il écrivait en latin, c'était en forme différente. Et on peut faire les requêtes comme ça. C'est encore des scholarly primitives pour annoter, chercher, montrer ce qu'on peut faire avec le logiciel Archetype. Il n'y a pas l'intelligence artificielle. Dans ce cas, c'était fait dans la main. Mais l'idée était de répondre à ces besoins des scholarly primitives. Donc pour l'hébreu, vu qu'il n'y a pas l'apprentissage, on peut changer le vocabulaire très facilement et réutiliser le même modèle, la même structure pour l'hébreu, l'arabe, le chinois, le maya, par exemple. Et même pour les autres exemples, par exemple, la tapisserie de Bayeux, c'était une question, est-ce qu'ils ont utilisé un modèle pour les oiseaux, par exemple? Pas pour les oiseaux en gros, mais par exemple, est-ce qu'il y était un modèle pour les têtes des oiseaux? On peut utiliser le même système en disant l'oiseau c'est plus ou moins un caractère, et il y a encore les composants, etc. Donc ça c'est la question. C'est encore lié au texte, j'ai pas beaucoup de temps, mais pour montrer cela, le Project Models of Authority, vous pouvez le voir en ligne. On peut chercher par exemple le modèle de texte. Ici, ce sont des documents de chartes.
il y a des formulaires dans le chat, des clauses comme le salutatio, par exemple. On peut chercher le salutatio, montre-moi l'image, est-ce qu'il y a un lien entre l'image et la fonction de texte dans le document. Et même ici, on peut chercher le texte Dei gratia non titulatio et voir si la forme d'écriture est commune entre les documents différents, etc. etc. C'est ça que j'ai fait à Londres, et comme j'ai dit, le Models of Authority, Exxon Doomsday, Digipal et d'autres projets, Weigartic Pal, donc j'utilise ce logiciel avec des annotations comme ça. Et quand on commence à voir de plus en plus les annotations liées au modèle, liées au texte, on peut faire des choses très intéressantes, des recherches. Ça pose la question de l'avenir, qu'est-ce qu'on veut faire à Paris et d'ailleurs. Par exemple, nous sommes sur le point de mettre les deux ensemble. Par exemple, d'utiliser 3IF, comme j'ai dit, d'importer des images, peut-être des centaines de mille des images de n'importe quelle bibliothèque en principe, s'ils utilisent le 3IF, on vient de le montrer ce matin. On peut utiliser Kraken, par exemple, pour obtenir le texte avec des erreurs, bien sûr, mais peut-être même avec des erreurs, on peut faire des choses très intéressantes avec le texte. Par exemple, identifier le texte, identifier les auteurs et chercher, par exemple, ajouter les annotations de l'écriture, peut-être personnaliser le modèle, le grammaire, seulement le vocabulaire, exporter les annotations, son ontologie et tout ça, mettre tout ça ensemble. Ça, c'est l'avenir proche, je dirais. Mais même ça pose des questions. Et nous avons commencé un peu de parler d'interopérabilité, de modèles de recherche, de problèmes d'interface aussi. Parce que le standard pour décrire l'écriture n'existe pas. Il n'y a pas du tout un standard. Il y a le Comité international de paléographie latine. Nous avons travaillé depuis les années 50 pour trouver un vocabulaire commun pour la paléographie. Sans succès. Il ne marche pas du tout. Comme Lambert Schumacher a écrit il y a 10 ans, plus de 10 ans, this expertise is difficult to verbalize and to explain. There is no common language on shapes and styles of handwriting. Même pour l'écriture latine, et on ajoute le chinois, l'hébreu, le mayen et tout ça, c'est encore de plus en plus difficile. J'ai cherché des exemples. Il y a des façons d'écrire l'écriture. Par exemple, ici, de questions de forme, de substance, de sens. Par exemple, on peut parler de lettre A, il peut être décrit par exemple comme A plus roman, plus minuscule, ou les éléments segmentaux ou suprasegmentaux. On peut discuter, on peut essayer de créer des modèles comme ça. Même ici, une approche structurelle, c'est plus ou moins proche que ce que nous avons fait pour Archetype. Il parlait de primitives, l'être par la nature, la police par leur forme, etc. J'étais un peu étonné par la réponse de Saussure sur ce sujet. Il a écrit un peu de l'écriture. Pour Saussure, le moyen de production est totalement indifférent. Que j'écrive lettres en blanc, en noir, en relief, avec une plume, un ciseau, cela est sans importance pour leur signification. Évidemment, pour nous, chez les paléographes, nous ne sommes pas du tout d'accord. Mais j'ai parlé avec plusieurs linguistiques qui disent qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec ça, mais autant que je cherche, ils ne vont pas aller très loin sur cette question. Donc, il y a plusieurs possibilités, plusieurs modèles, plusieurs approches. Nous avons parlé de créer, même en 2012, de créer une ontologie, c'est-à-dire de créer pas forcément un standard, mais un moyen à décrire en disant, OK, on a les éléments comme les lettres, par exemple, liés aux composants, on peut créer une structure pour décrire l'écriture. Et après, l'idée est que je peux dire, OK, un archetype,
nous apprenons ça, ce que vous disiez quelque chose d'autre, mais c'est lié à ontologie ensemble, on peut avoir quelque chose en commun. Il y a par exemple des autres ontologies irrélévantes, Sidoxy-ARN pour le patrimoine plutôt, Febreru pour la bibliothèque, Biblissima pour les manuscrits, Sirentech, etc. etc. J'ai commencé d'essayer de créer une ontologie pour l'écriture d'archétypes. Je ne vais pas parler de détails, mais c'est très intéressant et très difficile. Parce qu'on commence même avec questions comme qu'est-ce que c'est vraiment une lettre? Un graphème, c'est la définition de graphème. J'ai demandé de plusieurs linguistiques et franchement, ça ne marche pas très bien du tout. Si nous, le palégraphe, nous n'avons pas une bonne définition de lettres, comment peut-on créer une ontologie? Comment peut-on avoir l'interopérabilité des données paléographiques quand on manque une définition simple comme ça? Même avec une définition, il y a plusieurs problèmes, plusieurs exemples intéressants. Petit jeu peut-être. Je vais poser une question. Qu'est-ce que c'est le graphème ici? C'est évident, non? Non? Par exemple, si j'ai une base de données, une ontologie, je veux lier un exemple comme ça, mon modèle, c'est pas du tout facile. Un autre exemple. Ça, c'est très... J'aime ça bien ça. C'est un E qui semble un sigma, mais en fait, je pense que pour la typographie, c'est un M en rotation pour ressembler à un sigma, pour fonction comme un E. Qu'est-ce que c'est? Nous avons parlé un peu, Hélène, je pense, parler de la dimensionnalité. Et dans l'écriture, évidemment, il y a plusieurs dimensions. Il y a le phonétique, le sémantique, le visuel, tout ça. C'est très intéressant, très difficile. Je peux continuer. Si vous connaissez le chinois, ça semble assez évident. C'est un caractère, le zhong en chinois. Comme ça, Zhongguo pour Chine. Mais c'est aussi Chine en même temps. Etc., etc. Quand on commence avec le polygraphisme, il y a des milliers d'exemples comme ça. OK, ici, ils sont jouants, mais même avec quelqu'un qui les inscriptions en grec, avec une forte connaissance de latin, il y a une influence très forte. Est-ce que c'est vraiment un oméga, un O, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc., etc. Donc, c'est compliqué pour cette raison. Il y a toujours la fluidité dans le monde humain. On veut avoir une structure rigide pour être capable d'avoir l'interopérabilité et tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème, un autre défi. C'est encore posé par un palégraphe, Petrucci. Il a parlé de besoin de la nécessité d'avoir des modèles, des approches différents, parce que nous, comme chercheurs, nous avons des problématiques, des approches de théorie différentes. Et ça veut dire que c'est plus ou moins impossible d'avoir un modèle qui fonctionne pour tout le monde. C'est pour cette raison que même le Comité international de paléographie latine nous ont arrêté cet effort pour créer un vocabulaire en commun, parce que ce n'est pas possible. Même le vocabulaire, ça change selon les questions, les problématiques, l'approche de recherche, etc. Mais ça pose un défi très grand, très difficile pour l'interopérabilité. Si nos approches, nos recherches créent des modèles très différents, c'est possible de mettre tous les modèles, toutes les approches ensemble et avoir l'interopérabilité parfaitement. Non, j'ai parlé suffisamment, je pense, mais juste pour conclure, chaque projet a des buts différents pour nous dans les recherches, des problématiques et des approches. J'ai vu ça à King's College, nous avons je sais pas, trentaine, quarantaine de projets. Et même sur le même sujet, c'est très difficile de mettre ensemble les données, d'avoir vraiment une interopérabilité. Donc c'est toujours la tension entre la flexibilité, les besoins de recherche et les besoins aussi d'avoir quelque chose un peu plus rigide. C'est difficile aussi d'entraîner la machine, ça c'est une autre question.
pour l'interopérabilité. Et aussi, pour revenir pour l'interface. Parce que même l'interface est vraiment liée au modèle problématique et question. Elena a écrit sur le travail intellectuel dans l'interface. Si on a le modèle, si on a besoin d'avoir des approches de questions différentes, est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours avoir des interfaces différentes? Peut-être. Et pour la pérennisation, etc., c'est presque impossible. Mais ça pose des questions, je pense, difficiles. Je dis ça. J'aimerais être ici. Merci.